20h sur ce plateau, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans cette édition d'information. Le président de la République encourage les citoyens à aller vers les compteurs après paiement. Pour Alpha Condé, cela pourrait mieux aider à lutter contre la corruption au niveau de l'EDG. Une intention exprimée lors du lancement du centre de distribution de l'entreprise dans la commune de Matoto. Le chef de l'État en a profité également pour demander aux travailleurs de combattre les mauvaises habitudes au sein de l'entreprise. Le point avec Soari Boubacar. Malgré les réformes entreprises au sein de l'électricité de Guinée depuis quelques années, le chemin à parcourir reste très long. Que ce soit au niveau administratif, la production ou encore la distribution, la société peine à satisfaire les besoins en électricité du pays. C'est pour cela que le président de la République, lors du lancement des travaux de construction du centre de distribution national, a lancé un ultimatum. Je lance aussi un appel aux travailleurs de l'EDG. Il faut qu'ils soient plus responsables. Beaucoup se complaisent à mentir. Lorsqu'on a voulu mettre des compteurs prépayés, qui est l'avantage des citoyens, ils ont été mentis aux citoyens afin de continuer à frauder, afin de continuer de ne pas relever les compteurs, mais de s'arranger avec les citoyens. Tout ça doit finir. Ou les travailleurs se redressent, ou nous serons obligés de les redresser. Ou EDG se redresse, ou nous serons obligés de redresser EDG. Ou le ministre de l'Énergie se redresse, nous serons obligés de redresser. À bon entendeur, salut. Néanmoins, le professeur Alpha Condé reconnaît que beaucoup de choses restent à faire à l'EDG, mais déplore aussi l'attitude des citoyens vis-à-vis de cette entreprise. Les populations ont responsabilité. Tout le monde veut le courant en Guinée, tout le monde ne veut pas payer. On ne peut pas avoir de courant sans ne pas payer. Donc il est extrêmement important que notre retard soit un avantage pour nous. Donc que nous allions vers des compteurs intelligents qui vont permettre à chaque citoyen, bien sûr, de bénéficier du courant, mais aussi de payer, parce qu'on ne peut pas continuer à fournir du courant si la société n'est pas capable de s'autofinancer. Pour le moment, la société fonctionne à coût de subventions. Cela ne peut pas continuer. Par ailleurs, le président de la République promet que d'ici 2 ans, la Guinée n'aura plus besoin des centrales thermiques car elles seront toutes remplacées par les énergies renouvelables. Un autre engagement qui vient allonger la longue liste des promesses du chef de l'État. Rencontre ce samedi du ministre de l'Enseignement préuniversitaire et les correcteurs du baccalauréat unique, session 2017. Objectif, échanger sur des réformes initiées par le département pour une qualification du système éducatif guinéen. Bamamodo Alpha nous en dit davantage. À cette occasion, les enseignants ont salué les actes déjà posés sur le terrain et ces maîtres d'école soutiennent, disent-ils, les initiatives entreprises pour la qualification de l'enseignement préuniversitaire dans le pays. Le collectif enseignant de Guinée décide de vous soutenir dans vos innovations salvatrices et citoyennes. Notre mission première est de réunir tous les enseignants de Guinée dans votre bateau pour qu'ils soient menés à bon port. À cet effet, K au carré, nous vous élevons au grade de K au cube. La visite du chef de l'État dans le centre de correction du baccalauréat n'est pas passée inaperçue aux yeux des enseignants. Une visite au cours de laquelle d'ailleurs le président de la République, rappelons-le, a majoré les primes des correcteurs. Et cela n'a été rendu possible grâce au dynamisme du ministre des tutelles, reconnaît le collectif des enseignants. Vous et vous seul, en tant que ministre de l'Éducation, avez réussi à faire déplacer le président de la République dans un centre de correction national. Ce geste du président de la République nous a profondément marqué, à telle enseigne que nous souhaiterions avoir une audience à la présidence à travers votre perspicacité pour lui exprimer notre enchantement. Ce n'est pas l'argent qui nous embarque, mais le simple déplacement du premier magistrat du pays est un honneur qu'on ne saurait oublier. Quant au ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, lui s'est réjoui de la détermination des professeurs à l'accompagner dans son programme de réforme. En tout cas, Ibrahima Khalil Konaté semble agréablement surpris. L'engagement de ces enseignants à être à notre côté pour les différentes réformes qu'on veut doter à notre pays. Cet engagement auprès des associations des parents d'élèves, des enseignants, me renforce dans ma position
de réforme. C'est la conclusion que je peux tirer de cette rencontre. La correction du baccalauréat unique session 2017 étant terminée, les 95 000 candidats n'attendent plus que leurs résultats dans quelques heures. Le glaucome est une des principales causes de cécité dans le monde. La maladie qui englobe beaucoup d'autres pathologies liées à l'œil est surtout caractérisée par la destruction des fibres optiques qui jouent un rôle essentiel pour la vision. Yao Bachir a rencontré un spécialiste suivi. Le glaucome est un ensemble d'anomalies oculaires qui a pour aboutissement l'atteinte du nerf optique conduisant à une cécité irréversible. L'ophtalmologue Louis-Pierre Lama revient sur la manière dont la maladie détruit le nerf optique. Le glaucome n'est pas une maladie contagieuse parce que ce n'est pas lié à un virus ou une bactérie. Le glaucome est lié à l'augmentation de la tension de l'œil qui va comprimer la tête du nerf optique, donc va détruire les fibres du nerf optique. C'est ce qui est à la base de la cécité. Parce que le nerf optique est ce nerf qui transmet l'information de l'œil au cerveau. Une fois ce nerf détruit, le malade perd la vue et cela de façon irréversible. La spécificité de la maladie s'explique selon Dr Lama par la destruction progressive des centaines de fibres optiques indispensables pour la vision. C'est la phase irréversible de la pathologie. Le nerf optique compte au moins 1 million de fibres optiques. Les fibres optiques, ce sont ces fibres-là qui transmettent l'information recueillie au niveau de l'œil au cerveau. Lorsque toutes les fibres du nerf optique sont détruites, on parle de glaucome phase terminale, c'est-à-dire le stade au cours duquel le malade ne voit plus rien. Même la perception de la lumière disparaît. Le glaucome est donc devenu une préoccupation de santé publique en Guinée. Face à ce constat inquiétant, Dr Louis-Pierre Lama appelle les citoyens à se faire consulter régulièrement. Une personne qui n'a pas consulté, au stade de début, ne peut pas se rendre compte qu'elle est malade. Donc il faut faire un dépistage systématique, d'où la raison fondamentale qui nous pousse, nous, prestataires de santé oculaire, à inviter la population de plus de 30 ans à consulter un service d'ophtalmologie afin qu'on puisse examiner l'œil à la recherche de glaucome. Et surtout si dans la famille, vous avez un membre de la famille qui souffre de glaucome déjà, parce que le glaucome peut être familial. Selon l'Organisation mondiale de la santé, dans les pays les moins développés, le glaucome occupe la seconde place des causes de cécité, 12% après la cataracte, 50%. Les travaux d'élaboration d'une stratégie pour la paix et la cohésion sociale en Guinée ont pris fin ce vendredi à Conakry. Cette rencontre qui a regroupé en toute synthèse l'ensemble de la société guinéenne a permis d'identifier 3 types de conflits majeurs. Il s'agit entre autres des conflits fonciers, miniers et politiques. Les participants ont aussi identifié les facteurs déclencheurs de paix dans toutes les régions naturelles du pays. Moussa Sefa Kamara pour le compte rendu. En Guinée, nul n'ignore la fragilité du tissu social. C'est cette problématique qui a été abordée lors des travaux d'élaboration d'une stratégie de prévention des conflits dans le pays. Au terme des travaux, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté n'a pas fait de cadeaux. Avec les paroles parfois dures, Gassama Diaby a déploré le comportement de certains citoyens avant d'inviter ces derniers à cultiver l'amour de son prochain. Il faut que nous apprenions en Guinée que nos comportements individuels ont des incidences sur la vie sociale de ce pays. On ne peut pas le matin faire ce qu'on veut et le soir s'asseoir et critiquer l'État. Si vous voulez critiquer l'État, il faut que vous soyez individuellement irréprochable, que vous payiez vos impôts par exemple, que vous ne jetez pas les ordures dehors, que quand vous buvez les boissons, s'il n'y a pas de poubelle, vous gardez les canettes dans votre véhicule. Si vous n'avez pas de véhicule, baladez-vous avec des sacs plastiques. Et le cœur, nous avons besoin aussi en Guinée d'apprendre à aimer, à s'aimer, à aimer l'autre, à aimer la loi, à aimer notre pays. L'expert qui a aidé les participants à comprendre les facteurs déclencheurs des conflits a quant à lui insisté sur la volonté des protagonistes pour la résolution des hostilités. La première condition de résolution d'un conflit, c'est d'abord la volonté de ceux qui sont en conflit, des acteurs, ce que nous pouvons faire. Aussi bien l'État, les citoyens, les bonnes volontés. Mais d'abord, il faut qu'ils prennent le temps de s'asseoir, de se parler, de s'entendre. Quand on dit dialogue, on dit à travers la langue. Ça veut dire, a priori, pas nécessairement un consensus, mais au moins que les deux acteurs
puissent se parler et s'entendre, et que chacun entende ce que veut dire l'autre. Ça, c'est le début de solution de tous les problèmes. Du côté des acteurs de la société civile, l'espoir reste permis quant au retour de l'unité nationale. Une nation qui renfermera en son sein des citoyens, c'est-à-dire des personnes qui jouissent de leurs droits et puis qui s'acquittent de leurs devoirs. Cela est fondamental dans le cadre de la construction d'un état de droit qui sera fondé sur le droit et qui sera respectueux des droits de l'homme. Désormais, les participants à cette rencontre envisagent de profiter de tout regroupement public pour cultiver l'amour de son prochain. La Miss Guinée-France 2017 a procédé ce samedi 22 juillet 2017 à l'inauguration du nouveau foyer des enfants des rues et dans la rue. Marraine de l'événement, Mariam Daf a offert une enveloppe symbolique et des vivres à ce centre en geste qui réjouit les bénéficiaires et l'ONG Citoyens des rues Guinée en charge de ces enfants. Le point avec Aïssata Fofana. Je suis un enfant. Je suis un enfant. Je dors souvent dehors. Je dors souvent dehors. Avec des yeux d'enfant. Avec des yeux d'enfant. Je vois le monde. Ibrahima Traoré était un enfant qui vivait dans la rue. Après des jours pénibles, sans abri à la belle étoile, il raconte le calvaire qu'il a vécu avant d'être recueilli par l'ONG Citoyens des rues au foyer de l'espoir. J'avais une famille, mais ma mère est décédée. Je me suis retrouvée en situation de rue. J'ai ramassé le sachet de Koya pour aller peser, avoir un peu d'argent. Je suis restée, mon père a voyagé. Je suis restée avec mon frère. Là où on était logés, le propriétaire de la maison nous a fait sortir. Maintenant, mon frère est parti faire l'apprenti. Je dors dans les marchés et souvent dans les stations. Une situation que la Miss Guinée-France 2017 trouve insupportable. C'est pourquoi Mariam Dafa a pris le devant et a mis sa couronne au service de ses enfants. Ce samedi donc, elle a fait des dons au tout nouveau centre inauguré pour la cause de cette couche vulnérable. On a fait une enveloppe symbolique de 500 000 francs guinéens pour le foyer, 3 cartons de livres scolaires et de culture générale, 10 sacs de riz, un sac de sucre, un sac de sel, 5 sacs d'oignons. Pour le président de Citoyens des rues Guinée, ce geste ainsi que le marrainage de la Miss Mariam Daf et l'obtention de ce tout nouveau centre amélioreront les conditions de vie des 60 enfants que l'ONG accompagne. Cette dynamique va permettre à Citoyens des rues Guinée de déménager dans un foyer plus grand et mieux adapté aux activités d'accueil de jour pour les enfants, voire d'envisager la mise en place d'ici 15 mois d'un accueil de nuit et l'installation d'ateliers de formation professionnelle. Après 7 ans d'existence dans le pays, l'ONG Citoyenne des rues Guinée et sa marraine, la Miss Guinée-France 2017, invitent tous à s'impliquer davantage dans la protection des enfants exploités dans les rues avec ceux qui y vivent. Les jeunes se font de plus en plus présents dans le domaine du livre. Augustin Mansaré vient lui aussi mettre à la disposition des lecteurs guinéens une veuve intitulée Les Racines du Malheur, éditée par une maison française. Cet ouvrage est une peinture des réalités guinéennes et africaines. Il a été présenté hier vendredi à Conakry. Ça, Alou Oyombuno. Au centre de cette œuvre de plus d'une centaine de pages, un personnage jeune, Demba, qui traverse toutes les peines du monde, tant chez lui qu'en dehors de son pays d'origine. Corruption, chômage et surtout immigration, les racines du malheur décrivent tout et permettent à l'auteur de faire part au lecteur le rêve commun de tous les Guinéens. C'est une expression de colère d'un jeune adolescent vis-à-vis des réalités de son pays et de son continent. C'est un jeune qui quitte son pays en vue de trouver le bonheur. Mais au sortir de son pays, il verra que les réalités sont autres et n'étaient pas celles qu'il espérait. Donc il ira de déception en déception, il va finir par revenir chez lui. Malheureusement, il découvre une réalité pire que celle qu'il a laissée. Donc si vous voulez, c'est un tableau synoptique des réalités de tout un continent. Un roman de 3 chapitres
qui, au dire des responsables de certaines maisons d'édition, donnent un autre regard sur le monde littéraire et les amènent à définir des stratégies pour encourager l'écriture dans le monde juvénile. Cet ouvrage est écrit avec un style pas possible. C'est jeune, à son âge, il est parvenu à faire sortir un livre qui est beaucoup apprécié. Je crois que c'est l'occasion pour les éditions Wanda de créer le pont entre le lecteur et l'écrivain. Aujourd'hui, on a compris qu'il y a peu de jeunes qui éditent parce que tout simplement, il y a des paramètres qui sont liés aux difficultés d'édition. Pour pallier à ça, on a mis sur pied avec nos partenaires français de faire en sorte que le livre soit accessible, c'est-à-dire l'édition soit accessible aux Guinéens et que les ouvrages guinéens soient aussi largement diffusés à l'intérieur de la Guinée, mais aussi à l'étranger. Né en 1991 à la baie en Moyenne-Guinée, Augustin Mansaré est titulaire d'un Master 2 en droit de l'homme et droit humanitaire. Dès le lycée, le jeune homme se lance dans l'écriture et parvient à publier ce premier ouvrage qui, pour lui, est loin d'être le dernier. L'opération antiterroriste menée conjointement par le Hezbollah et l'armée syrienne se poursuit à la frontière entre la Syrie, une opération qui vise à éradiquer les djihadistes sunnites qui opèrent dans la zone, notamment ceux de Fatah Hassan. Suivez. Sur ces images, les montagnes d'Arsal, situées au Liban, près de la frontière syrienne. Une région où sont implantés des camps de réfugiés syriens, mais aussi des djihadistes venus de Syrie. Ce vendredi, le Hezbollah libanais, puissant parti armé qui soutient Damas, a lancé une opération militaire pour déloger ceux qu'il qualifie de terroristes armés, le groupe État islamique, et des rebelles de l'ancien front al-Nosra retranchés aussi à Kalamoun, dans l'ouest de la Syrie. Une opération annoncée par le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui estimait il y a une semaine qu'il fallait en finir avec la menace djihadiste. Les bombardements du mouvement chiite auraient fait des victimes dans les rangs des insurgés, mais aussi côté Hezbollah. Le rôle de l'armée libanaise dans cette opération reste flou. Elle n'a pas annoncé son implication de manière officielle, mais a déclaré dans un communiqué avoir visé un groupe de terroristes qui tentait de s'infiltrer dans l'une de ses positions, à Arsal. Ces bombardements font craindre un afflux de réfugiés vers la localité. 40 000 vivent dans ces camps de fortune, mais le comité international de la Croix-Rouge a déjà prévenu que les 2 hôpitaux de la ville étaient capables d'accueillir d'éventuels blessés. Heurte à Jérusalem, calme précaire après des affrontements meurtriers. La planète des mosquées, 3 Israéliens, membres d'une même famille, ont été tués au couteau dans la colonie des Halamish au nord de Ramallah. L'armée israélienne a riposté en menant un raid sur la maison du jeune palestinien responsable de la mort de ces Israéliens. La crise née de l'installation portique de sécurité sur l'esplanade des mosquées semble elle aussi bien installé. Regardez. Au lendemain de l'attaque, la sécurité a été renforcée à Neve Tzouf, une colonie située au nord-ouest de Ramallah. C'est ici que l'assaillant palestinien s'est infiltré dans une maison vendredi soir, tuant 3 Israéliens membres d'une même famille à coups de couteau. Le jeune homme a été blessé par balle par un voisin alerté par les cris, avant d'être transporté vers un hôpital en Israël. Nous sommes arrivés sur le lieu de l'attaque où nous avons trouvé 3 personnes dans un état critique que nous n'avons pas pu réanimer. Il y avait une autre personne blessée au dos à l'arme blanche. Elle a été transportée à l'hôpital et son état est stable. L'assaillant, lui, est originaire d'un village à proximité de la colonie où l'armée israélienne a mené un raid dans la nuit de vendredi à samedi. Le frère du tueur a été arrêté. Interrogé par la police, le père a expliqué que c'est la situation à Jérusalem-Est qui a poussé son fils à abattre des Israéliens. L'attaque menée dans la colonie en Cisjordanie est intervenue au terme d'une journée d'affrontements meurtriers autour de l'esplanade des mosquées entre les forces anti-émeutes israéliennes et des manifestants palestiniens. Ces derniers s'opposent aux mesures de sécurité mises en place par l'État hébreu autour du site religieux depuis l'attaque de vendredi dernier menée par 3 Arabes israéliens qui a coûté la vie à 2 policiers israéliens. D'autres affrontements ont eu lieu ce vendredi en Cisjordanie, des échauffourées qui ont fait 3 morts et des centaines de blessés côté palestinien. Israël a décidé, en plus des portiques de sécurité aux entrées de l'esplanade, d'interdire l'accès au site aux hommes de moins de 50 ans.
En réaction, le président Mahmoud Abbas a décidé de geler les contacts avec Israël tant que ces mesures de sécurité resteront en vigueur. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal. Un grand merci pour toute l'attention et très bon week-end à tous.